Dans le parc d'attractions de Maïdougouri au Nigeria, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Youssouf a 13 ans, il a passé une semaine dans un camp de Boko Haram. Avec ses parents, il a réussi à s'échapper, mais l'armée l'a maintenu 2 mois en détention pour l'interroger sur le groupe islamiste. Désormais, il est libre, mais seul. Ses parents sont encore détenus. Quand Boko Haram est arrivé dans notre village, ils m'ont pris, ainsi que les autres garçons, pour nous enseigner l'islam dans une école coranique. Ils ont appris aux grands l'utilisation des armes, mais pas à moi. Les enlèvements en masse d'enfants sont fréquents dans les villages attaqués par Boko Haram. Endoctrinés, ils sont ensuite obligés de combattre aux côtés des islamistes. Boko Haram a tué toute la famille d'Aïcha. Mariée de force à un combattant, elle est restée 3 ans entre les mains des djihadistes avant d'être libérée par l'armée. Ils nous demandaient de porter une bombe et de cibler des postes de l'armée. Ils disaient que si nous le faisions, on irait au paradis et quelques filles ont accepté. Depuis 2014, 117 enfants ont été utilisés par Boko Haram pour commettre des attentats suicides à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger ou au Cameroun. Des enfants, mais aussi de jeunes adolescentes. Les filles sont vraiment des victimes. Boko Haram utilise une tactique dans laquelle ils considèrent que les femmes, en raison de leur rôle dans la société, ne sont pas associées aux problèmes de sécurité. Elles peuvent donc facilement entrer dans une communauté ou un quartier et causer plus de dégâts. L'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram avait soulevé une indignation mondiale. 82 d'entre elles ont été libérées tout récemment. Une petite lueur d'espoir dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et 2,6 millions de déplacés. Le procès de la société en charge du transport ferroviaire au Cameroun, Camrail, filiale du groupe français Bolloré, s'est ouvert mercredi à Douala. Le déraillement de ce train le 21 octobre 2016, près de la gare d'Esseka, a fait 119 morts et au moins 550 blessés et plusieurs rapports avaient alors pointé des défaillances de sécurité. À l'écoute de cette demande-là, vous comprenez très bien que toutes ces demandes qui sont faites ne peuvent pas être du ressort de Camrail et ne peuvent même pas être examinées par le juge des référés qui a été saisi. Nous avons produit des conclusions. Ces conclusions tiennent en 3 points essentiels: l'incompétence du juge des référés, l'irrecevabilité de l'action et surtout l'impossibilité même matérielle et juridique pour Camrail d'exécuter les demandes qui sont faites par ces personnes. Le syndicat professionnel des conducteurs de train du Cameroun et le comité de libération des prisonniers politiques, une organisation d'opposition basée en France, ont déposé une plainte contre Inks avec constitution de partie civile, notamment pour homicide volontaire, une infraction criminelle qui permet à la justice française de se saisir. Dans leur plainte, les mandants estiment que Camrail avait nécessairement conscience qu'en accomplissant l'acte de faire partir ce train dans les conditions déplorées, il en résulterait de manière certaine la mort de plusieurs voyageurs. À ce titre, les plaignants avaient déjà engagé une action devant le tribunal de Nanterre, compétent pour ce département, mais en février, le parquet s'était déclaré incompétent, faute de victimes dans son ressort. Maintenant, s'il n'y a pas de personnes vivantes, il n'y a pas de corps, pas de macabées, mais il subsiste des restes dans les morgues. Nous demandons qu'il soit procédé à l'identification de ces restes-là par procédure d'ADN et pour remettre les restes aux familles pour qu'elles puissent procéder, n'est-ce pas, au deuil. Nous demandons à la limite qu'on remette les actes d'état civil comme les actes de décès, les certificats déjà de mort, pour qu'on clôture juridiquement le deuil et que les familles des disparus puissent passer à autre chose. Si les réquisitions du procureur de Créteil sont suivies, elles permettraient l'ouverture d'une information judiciaire par un juge d'instruction. Le train qui assurait la liaison entre Yaoundé et la capitale économique Douala était bondé lorsqu'il a déraillé. Il circulait à une vitesse anormalement élevée, avait admis un haut responsable de l'entreprise Bolloré 4 jours après la catastrophe. Camrail est contrôlé à 77,4% par le groupe Bolloré, dont le siège est en France. Une enquête judiciaire est en cours au Cameroun.
Quelques centaines de journalistes et citoyens ont marché à Culiacán pour demander au gouverneur de l'État de Sinaloa de mieux protéger les journalistes après le meurtre lundi de Javier Valdez, spécialiste reconnu du narcotrafic et pigiste pour l'agence France Presse. Je crois qu'aujourd'hui marque un tournant intéressant où nous, des citoyens en colère, sommes sortis parce que nous croyons que rien n'a encore été accompli. Ce que je crois, c'est que nous avons tout au moins un paramètre de mesure, de quoi commencer afin d'exiger et de dire au gouverneur qu'il doit rendre des comptes. Javier Valdez, 50 ans, a été tué lundi en plein jour à Culiacán, dans l'état de Sinaloa, fief du cartel du narcotrafiquant Joaquín El Capo Guzmán, actuellement incarcéré aux États-Unis. Le parquet de Sinaloa a annoncé mardi enquêter sur les possibles mobiles de ce crime, alors que se sont multipliés dans le pays et au-delà des appels pour qu'il ne reste pas impuné. J'ai demandé le support du fédéral, mais de toute évidence, ça n'a pas été suffisant. Nous avons certainement besoin de plus de support, d'une police locale plus forte. Le président Enrique Peña Nieto a condamné sur Twitter ce crime indigne, assurant avoir donné des instructions afin que le ministère de la Justice soutienne les autorités locales dans l'enquête. Les autorités mexicaines se trouvaient sous pression après le meurtre de ce reporter emblématique, récompensé par plusieurs prix internationaux qui dénonçaient aussi bien les cartels de la drogue que la corruption du pouvoir. Le mois de mars a été particulièrement sombre avec 3 reporters abattus et un autre blessé grièvement. Face au manque de sécurité, le quotidien Diario Norte, basé à Ciudad Juárez, a cessé sa parution.